Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours concernant la participation et l'intéressement. Nous allons aborder ce cours au travers de deux chapitres. Dans un premier temps, la participation des salariés et dans une seconde partie, les autres systèmes d'intéressement des salariés. Pour commencer, la participation des salariés. Le champ d'application. Donc les entreprises employant au moins 50 salariés ont l'obligation de mettre en place le système de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Pour les autres entreprises, donc inférieures à 50 salariés, la participation des salariés aux résultats reste un système facultatif. Quelles sont les caractéristiques de la participation des salariés? Tout d'abord, il y a mise en place d'un accord de participation entre l'entreprise et les salariés. L'accord, qu'est-ce qu'il indique? L'accord, il va indiquer notamment la date de conclusion, de prise d'effet et de durée de l'accord, les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, modalités de répartition entre les différents bénéficiaires, la durée d'indisponibilité des fonds et les modalités de gestion des fonds de participation au cours de la période d'indisponibilité. Au niveau des caractéristiques d'un système de participation des salariés, le décalage de déductibilité pour l'entreprise. La participation des salariés qui est calculée au titre de l'exercice N ne sera déductible qu'en N plus 1, au moment en fait de son attribution. Donc, fiscalement, extra-comptablement, il va être nécessaire de procéder à des retraitements. Il va falloir réintégrer extra-comptablement la charge de participation des salariés en N et déduire extra-comptablement cette même charge en N plus 1. On est sur un décalage d'une année. Donc, décalage d'un exercice entre date de constatation, date de calcul, et date de déductibilité. Pour l'entreprise, on a l'application d'un forfait social de 20%. L'entreprise a obligation de s'acquitter de ce forfait social de 20% qui porte sur le montant calculé de la réserve spéciale de participation. Pour le salarié, on a un blocage des sommes. Les sommes qui sont perçues par le salarié au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu sous condition qu'elles soient indisponibles pendant une durée de 5 ans. Et enfin, la participation des salariés, c'est un régime qui est accessible pour les dirigeants. Donc les dirigeants peuvent bénéficier du système de participation des salariés sous condition de taille de l'entreprise. Entreprise moins de 50 salariés, l'accord de participation étant facultatif, les dirigeants peuvent bénéficier du régime. Entreprise de 1 à 250 salariés, s'il y a un accord de participation dérogatoire, les dirigeants peuvent bénéficier de la fraction de participation excédant le montant qui aurait été trouvé en application du régime de droit commun, formule de calcul minimale. Le calcul de la réserve spéciale de participation dans le cadre du régime de droit commun. On est sur une formule de calcul donc imposée, régime de droit commun. Elle se calcule comme ça. Réserve spéciale de participation, elle correspond à 1/2 multiplié par le bénéfice moins 5% des capitaux propres multiplié par les salaires divisé par la valeur ajoutée. C'est une formule fixe. En termes de bénéfices, qu'est-ce qu'on retient au niveau des bénéfices? Ça correspond au bénéfice fiscal imposable au taux de droit commun. On le diminue des déficits fiscaux reportables et on le diminue de l'impôt au taux de droit commun. Au niveau des capitaux propres, dans les capitaux propres, on retient capital social, réduit des éventuelles fractions qui n'auraient pas encore été appelées, primes liées au capital, réserve, report à nouveau, écart de réévaluation libre, provisions réglementées et provisions ayant supporté l'impôt. On ne prend pas en considération notamment résultats de l'exercice, subventions d'investissement, réserve de réévaluation légale
et amortissement dérogatoire. En termes de salaire, il s'agit des salaires bruts qui sont à retenir et la valeur ajoutée, elle est constituée par la somme du résultat courant avant impôt. Le traitement comptable à la clôture de l'exercice. La réserve spéciale de participation. À la clôture de l'exercice, la participation est à comptabiliser dans un compte 691 participation des salariés au résultat. La participation n'est déductible qu'au titre de l'exercice au cours duquel elle est répartie auprès des salariés. En N+1, on assiste donc à une déductibilité décalée de la réserve spéciale de participation. Elle doit donc être réintégrée de manière extra-comptable au titre de l'exercice N. On peut assister à un supplément de participation. Donc, il peut exister. L'obligation de versement d'un supplément peut résulter d'un accord de participation dérogatoire, d'une pratique habituelle de la part de l'entreprise ou d'une annonce qui aurait été effectuée par la direction de l'entreprise. S'il existe une obligation de supplément de participation, à la clôture de l'exercice, on doit comptabiliser un passif pour ce supplément de participation. Par ailleurs, la réserve spéciale de participation comprend un forfait social de 20%. Il est nécessaire donc de le provisionner à la clôture de l'exercice. Ce forfait social de 20%, il sera comptabilisé au compte 645, charges de sécurité sociale et de prévoyance. On peut éventuellement créer un sous-compte spécifique au forfait social. Et cette provision du forfait social à la date de clôture, elle est immédiatement déductible sur le point de vue fiscal. Lorsque les comptes sont approuvés, donc à l'approbation des comptes, on va utiliser un compte 428 400, personnel, charges à payer et produits à recevoir, pour le montant qui sera dû aux salariés. Et un compte 431 pour y inscrire le forfait social à payer, ainsi que la CSG, CRDS qui seront également à payer par l'entreprise. Fiscalement, les comptes étant approuvés, la participation devient déductible. En effet, l'approbation des comptes, c'est en N+1. Donc, l'entreprise va pouvoir déduire extra-comptablement le montant de la participation qu'elle avait préalablement comptabilisé au cours de l'exercice N. Affectation et gestion de la réserve de participation. Le compte 424, participation des salariés au résultat, va être débité par le crédit d'un compte suivant au regard, bien entendu, de la nature de l'opération. Donc, peut avoir différents comptes qui vont être utilisés en contrepartie de ce compte 424 800. On va pouvoir utiliser un compte 101 ou 104 si on attribue des actions aux salariés. On va pouvoir utiliser un compte 502 si on attribue des actions rachetées par l'entreprise. Un compte 166.2, fonds de participation, si on crée un fonds au sein de l'entreprise pour la gestion de la participation. Un compte de trésorerie dans le cas où on verse la réserve spéciale de participation à un organisme de placement qui va se charger de gérer cette réserve de participation. Ça peut également être à un compte de trésorerie en cas d'achat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, les SICAV, ou de versement aux dépositaires du fonds commun de placement, dans le cadre notamment de plans d'épargne d'entreprise, de plans d'épargne inter-entreprise ou de plans d'épargne pour la retraite collective. Le principe de déblocage de la participation. Donc les fonds sont indisponibles pendant une période. À l'issue de la période d'indisponibilité, les fonds deviennent disponibles. C'est le cas aussi parfois dans le cas de déblocage anticipé, qui sont possibles selon certaines conditions. La dette qui était précédemment inscrite au compte 166.2 va être transférée au compte 424.8 pour la partie qui est débloquée. Le compte 424.8 est soldé par le compte de trésorerie au moment du versement effectif de la participation aux salariés. Nous allons désormais aborder les autres systèmes d'intéressement des salariés.
Tout d'abord, l'intéressement des salariés en tant que tel. L'intéressement des salariés, c'est un autre système de participation au résultat. Il est d'application facultative. Il est indépendant de la participation des salariés au résultat. Il peut donc être mis en place parallèlement à la participation des salariés. Il peut donc coexister dans une même entreprise le système d'intéressement et le système de participation des salariés au résultat de l'entreprise. Quelles sont les caractéristiques d'un accord d'intéressement? Tout d'abord, il y a signature donc d'un accord d'intéressement. Cet accord d'intéressement, il doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail pour validation. L'accord, il précise notamment la période pour laquelle est conclu l'accord d'intéressement, les établissements qui peuvent être concernés, modalités de calcul, bien entendu, de l'intéressement, répartition entre les bénéficiaires et les dates de versement de l'intéressement. Ensuite, il y a une formule de calcul au niveau de l'intéressement. Cette formule de calcul, elle doit présenter ce qu'on appelle les critères de validité. C'est-à-dire que la formule de calcul, elle doit être liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise sur un exercice. La période de calcul, elle ne peut pas être inférieure à 3 mois et le montant global qui pourra être réparti, il est limité à 20% des salaires bruts. En termes de modalités de répartition et de versement, la répartition de l'intéressement entre les salariés, elle peut être soit uniforme, proportionnelle au temps de présence, proportionnelle au salaire ou une répartition qui va pouvoir utiliser par exemple 2 ou 3 de ces critères évoqués. Les conséquences pour l'entreprise, la charge est déductible, donc le montant de l'intéressement en soi est déductible, mais l'intéressement, tout comme la réserve spéciale de participation, est soumis au forfait social, toujours un forfait social de 20% calculé sur le montant de l'intéressement qui a été trouvé. Pour le salarié, le montant de l'intéressement, les sommes obtenues dans le cadre d'un accord d'intéressement ne sont pas soumises à charge sociale, uniquement paiement de la CSG et de la CRDS. Fiscalement, les sommes qui sont perçues dans le cadre d'un intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu, catégorie traitement et salaire. Traitement comptable de l'intéressement. Donc, au moment de la clôture de l'exercice, on constate le montant d'intéressement que l'on a calculé. On utilisera le débit du compte 641 400, indemnités et avantages divers, par le crédit du compte 428 600, personnel, autres charges à payer. On constate également le forfait social que l'on a calculé. Compte 645 au débit, charges de sécurité sociale et de prévoyance, par le crédit du compte 438 6, organismes sociaux, autres charges à payer. Lorsque les comptes sont approuvés, donc après l'approbation des comptes, l'intéressement devient donc définitif. On passe une écriture pour solder le compte 428.6, donc au débit, par le crédit du compte 421, rémunération du personnel pour les sommes qui sont à verser aux salariés, et du compte 431, sécurité sociale, pour le montant de la CSG-CRDS et du forfait social. On le voit que le forfait social, le compte 438 600 est également apuré au débit par le crédit du compte 431. L'intéressement, il peut faire l'objet d'une affectation. Donc, soit, bien entendu, le salarié peut faire un choix d'encaissement direct de son montant d'intéressement. Donc, encaissement par le salarié, on va débiter le compte 421 personnel rémunération due par le compte de trésorerie qui est effectivement utilisé pour payer l'intéressement au salarié. Soit on peut faire le choix d'affecter l'intéressement à un plan d'épargne. Dans ce cas-là, le compte 421 est soldé par le crédit du compte 424.7 personnel compte d'épargne. Alors, quels sont les différents plans d'épargne salariale qui existent? On a différentes typologies de plans. Dans un premier temps, le plan d'épargne entreprise, le PEE. Alors, le PEE, c'est un système d'épargne collectif
ouvrant aux salariés de l'entreprise la possibilité donc de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes qui sont recueillies au sein d'un PEE peuvent servir à acquérir donc un portefeuille qui est uniquement constitué de valeurs mobilières. On a ensuite le plan d'épargne inter-entreprise, le PEI. Le PEI, il permet de constituer un plan d'épargne d'entreprise, donc un PEE, qui est commun cette fois-ci à plusieurs entreprises. Ça permet aux salariés d'augmenter ses revenus par la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Différence avec le le PEI est commun à différentes entreprises. Et puis enfin, le plan d'épargne pour la retraite collective, le PERCO. Il ne peut être créé que si les salariés ont la possibilité, au sein de l'entreprise, d'opter pour un plan d'une durée plus courte, que ce soit par exemple un PEE ou un PEI, puisque les sommes versées sur un système PERCO sont indisponibles jusqu'au jour de départ à la retraite du salarié, sauf bien sûr s'il il demande un déblocage anticipé qui est autorisé. Comment peut être alimenté le plan d'épargne salariale ? Tout simplement, le salarié peut faire le choix de déposer une partie de son salaire dans la limite d'un quart de la rémunération annuelle. Donc, le salarié peut déposer une partie de son salaire au plan d'épargne salariale. Il peut également y affecter l'intéressement qu'il a obtenu dans le cadre de son entreprise. Et l'entreprise peut y affecter l'abondement. L'abondement, c'est une somme que l'entreprise ajoute en plus de l'intéressement. Traitement comptable du plan d'épargne salariale. Si c'est un versement directement effectué par le salarié via son salaire, c'est donc une somme qu'il apporte. On débitera le compte de banque 512 par le crédit du compte 424-7 personnel, placement, plan d'épargne salariale. Si c'est l'intéressement qui est affecté à un plan d'épargne salariale, on débitera le compte 421 personnel rémunération due par le crédit du compte 424-7 personnel plan d'épargne salariale. Si c'est la mesure d'abondement de l'entreprise, dans ce cas-là, on utilisera un compte 647, autre charge sociale au débit, par le crédit d'un compte 424-7 personnel plan d'épargne salariale. Pour conclure, les notions essentielles à retenir sur ce chapitre, tout d'abord les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation en régime de droit commun. Ensuite, les conséquences qui s'appliquent à la fois pour l'entreprise et pour les salariés, notamment en termes de blocage des fonds, en termes également de déductibilité de la participation et du forfait social. Et puis, bien connaître également les autres modalités d'intéressement des salariés, ainsi que leur fonctionnement en termes de comptabilité et d'affectation, les plans d'épargne salariale notamment. Merci de votre écoute et au revoir.